Et notre première rédaction au téléphone, c'est le journal Le Médium, et c'est Credo Tété qui est au téléphone avec nous. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Credo, et ce matin, vous avez vous aussi un langage politique avec la suspension du dialogue togolais. L'ANC remporte là son premier succès, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est le titre de notre article à lire à la page 3 du journal. Il faut dire que dans notre parution numéro 286 du 13 au 19 février dernier, nous écrivions que l'Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre Fabre est dans une logique de faire capoter le dialogue afin de justifier sa participation aux futures élections. Nombreux étaient nos lecteurs qui n'ont pas hésité à nous joindre pour partager soit des confidences avec nous, soit nous réconforter dans notre souci de sortir le bon gré de l'ivraie. Nous annoncions, Eric, que le chef du dialogue est une mission que s'est assignée l'ANC en analysant tous les propos du chef de file de l'opposition depuis le début de la crise et les diarrhées verbales et invectives de son chargé de communication en la personne de M. Éric Dupuis. La dernière sortie de ce monsieur sur les antennes de RFI n'a été que la confirmation de ce que nous avions comme information, c'est-à-dire empêcher par tous les moyens que le dialogue ait un succès. Il fallait donc monter la pression et même violer à loisir et avec plaisir une clause du règlement intérieur du dialogue qui porte également sa marque. Malheureusement, ne s'étant jamais inscrite dans une logique de dialogue politique, l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre a remporté son premier succès car aujourd'hui, et ce depuis le vendredi 23 février dernier, les travaux du dialogue tant espérés vont reprendre à une date ultérieure. Une situation qui, loin de préoccuper surtout l'ANC, la réjouit plutôt, car entrant dans sa stratégie politique. Car le succès du dialogue débuté remettrait l'œuvre sur le chantier à l'équipe de M. Fabre. Eric, à l'analyse donc de la situation, on peut affirmer sans se tromper que M. Jean-Pierre Fabre se pose aujourd'hui comme le Judas de la politique togolaise. Tel Judas dans l'écriture sainte a trahi Jésus à cause de quelques pièces d'argent, Jean-Pierre Fabre a trahi Tipi Achadam à cause de calculs politiques et d'intérêts vils. Tipi Achadam n'aura maintenant que ses yeux pour pleurer, lui qui pensait cheminer pour le meilleur, avec quelqu'un qui a fait de la politique sa profession et de son titre de chef de file son tablier. Un long séjour et une non-participation physique du leader du PNP aux travaux de dialogue ne dirait rien du tout au leader de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. La voie est donc libre, pense-t-il, pour lui, de se refaire une santé politique et d'être sous le feu des projecteurs. Si tel, Eric, n'était pas l'ambition de M. Jean-Pierre Fabre, pourquoi n'a-t-il pas fait de la présence du président du Parti national panafricain PNP un préalable? D'accord. Écoutez, Credo, on lira le reste dans votre journal CEL à page 3. Alors, autre sujet, c'est par rapport donc à l'économie, et vous parlez du Millennium Challenge Account avec l'approbation, il faut le dire, du programme de Seuil, programme Seuil du Togo en vue d'un décaissement de 35 millions de dollars. Ça devrait intervenir bientôt, c'est ça, Oui, avec l'ouverture du dialogue politique, le Togo devrait, dans les semaines à venir, obtenir l'approbation de son programme Seuil, a annoncé Jonathan Nash, le directeur général par intérim de Millennium Challenge Corporation, au président ghanéen Nana Akufo-Addo en visite de travail aux États-Unis. Cette décision, Eric, devait permettre à l'État togolais d'engranger 35 milliards de dollars US. Il s'agira d'un premier investissement des USA au Togo au titre du MCC, en attendant l'entrée du pays dans un programme plus conséquent, le Compact, avec à la clé l'éventualité d'un décaissement de l'ordre de 400 millions de dollars US. En effet, le responsable du MCC a rappelé au président ghanéen que, je cite, « L'une des choses que nous recherchions était le lancement d'un dialogue. En raison de votre leadership et de ce que vous avez fait sur le terrain, nous sommes maintenant prêts à investir cet argent dans les semaines à venir. » En supposant que les choses continuent d'évoluer dans la bonne direction. J'espère que notre conseil l'approuvera et que nous pourrons commencer un investissement au Togo. Fin de citation. D'accord, très bien. Un autre élément évoqué avec vous, c'est par rapport donc à l'amélioration du climat des affaires au Togo, Credo. Le contour des réformes cernées par les médias au cours d'un atelier de 3 jours à Lomé la semaine dernière.
La semaine dernière, la cellule climat des affaires dirigée par Mme Sandra Abramba Johnson a organisé, notamment du 21 au 23 février 2017, un atelier de 3 jours sur le thème climat des affaires au Togo, concepts, réformes et perspectives. Au cours de cet atelier, Eric, les médias ont été imprégnés davantage sur la méthodologie d'évaluation des différents indicateurs, le contour des réformes mises en œuvre, le cadre réglementaire et opérationnel. Répartis par indicateurs, les professionnels des médias sélectionnés ont planché sur les indicateurs que sont le transfert de propriété, la création d'entreprises, l'obtention du permis de construire, l'accès à l'électricité, l'exécution de contrats, le commerce transfrontalier, le paiement d'impôts et taxes et l'accès au crédit. Précisons, Eric, que le climat des affaires demeure l'une des priorités du gouvernement togolais. Depuis novembre 2017, le gouvernement a rendu effectif un certain nombre de réformes dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ces réformes ont été confortées par la loi de finances 2018 qui a introduit de nouvelles actions en faveur des promoteurs d'entreprises. C'est donc dans le but d'assurer une bonne communication des nouvelles dispositions en vue, de permettre aussi bien aux institutions évaluatrices comme les populations d'avoir les bonnes informations sur les mises en œuvre que s'est tenu cet atelier de Lomé. Pour cette parution et pour le plaisir de notre lectorat, nous faisons le focus sur l'indicateur 4, transfert de propriété. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, le Medium dans les kiosques ce matin. Vous avez également évoqué une question liée donc à l'énergie électrique, avec une hausse de, 7,9% de la consommation d'énergie moyenne tension. On lira tous ces sujets dans le journal Le Medium. Merci beaucoup, Credo TT. Credo. Merci Eric, bonne journée et puis bonne émission, bonne journée également à tous ceux qui nous écoutent. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci Eric. Et notre seconde rédaction qui est au téléphone, c'est celle du journal L'Indépendant Express. Et c'est Carlos Ketou cette fois qui est au téléphone. Carlos, bonjour. Eric, bonjour. Taxi Presse, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, Carlos Ketou. Et vous aussi, vous parlez du dialogue. Le dialogue en dents de scie, c'est ce que vous écrivez. Le pouvoir tombe le masque, l'opposition affûte ses armes. Alors, c'est ça? Ah oui, c'est bien ça. On comprend maintenant la démarche obsessionnelle du pouvoir togolais de ne pas faire bonne figure et assurer un dialogue réussi. Nous l'avions déjà annoncé dans une de nos précédentes parutions où dans les coulisses on avait déjà remarqué un dialogue morné. Aujourd'hui avec le dialogue qui se déroule en dents de scie, ou sur certaines questions qui ne sont pas encore des questions principales, le pouvoir togolais, le régime RBT UNIR, se radicalise et refuse de faire toute concession, notamment sur la question du retour à la Constitution de 1992 et même sur la question de 2020, de la participation ou non du chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, qui vient de totaliser plus de 50 ans au pouvoir avec son géniteur Gnassingbé et Yadima. On comprend qu'ils ne sont pas dans cette logique de pouvoir contribuer à ces réformes pour faire réussir le dialogue, ce qui est le vœu de tous, les Togolais, de l'opposition et la communauté internationale. Donc aujourd'hui que le dialogue a été repoussé de 2 semaines dans des conditions assez difficiles, on se demande ce qu'il en sera quand les acteurs vont encore se retrouver. Et de son côté, l'opposition est dans la logique d'affûter ses armes pour répondre au tic et au tac et à cette obsession du pouvoir de rester dans une situation autarcique face à la concession de pouvoir contribuer à la réussite du dialogue. Et vous connaissez l'arme favorite de l'opposition, c'est les manifestations. Ce sont les manifestations de rue. Les rues vont très bientôt reprendre leurs droits pour exacerber la pression sur le pouvoir. Une pression qui sera meublée également du lobby international, parce que vous savez que la communauté internationale aussi prend à cœur le problème togolais et découvre de plus en plus que le pouvoir togolais tombe le masque
de la mauvaise volonté de pouvoir aller au dialogue pour que celui-ci puisse réussir. Donc le pouvoir togolais a tombé le masque de sa mauvaise foi et l'opposition est dans l'obligation de s'engager à nouveau dans des manifestations de rue pour faire entendre raison le pouvoir RPD Unir que je disais totalise 50 ans au pouvoir. Très bien, écoutez, cette analyse, on la lira à la page 4 ainsi qu'à la page 5 de votre journal. Économie avec un petit peu lié, je veux dire, à la situation politique, refus des réformes, vénalité à excès, c'est ce que vous écrivez. La crise éloigne finalement le Togo des milliards du MCC, c'est ça? Oui, on ne comprend pas le pouvoir togolais qui, en même temps, refuse de faire les réformes comme demandé par l'opposition, par la population togolaise et par la communauté internationale, et est dans une finalité excessive de pouvoir faire entrer des milliards des programmes internationaux. Quand vous voyez tous les rapports en matière de transparence, en matière de gouvernance, en matière de prestations, de services et le climat des affaires, le Togo toujours tient la queue du peloton parce que l'instabilité politique a entraîné automatiquement la défaillance au niveau de tous les systèmes économiques. Et vous savez que le pouvoir togolais également est dans la course vers l'accession du programme NCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est un programme américain qui permet d'offrir des centaines de milliards pour le développement et récompenser la bonne gouvernance. Le Ghana a bénéficié depuis plusieurs années de ce programme, le Bénin en bénéficie, le Sénégal en a bénéficié. Et récemment, il n'y a que, comme toujours, le Togo, l'État typique, qui n'arrive pas à avoir accès à ce programme. Donc aujourd'hui, vous refusez les réformes et vous êtes dans une vénalité excessive à pouvoir obtenir ce programme. Voilà en quoi les Américains disent qu'ils ne sont pas prêts pour débloquer les milliards au gouvernement togolais si les réformes ne se font pas. Bon, d'accord, cette information qui est un petit peu contraire à ce que Credo vient de nous dire, on vérifiera tout ça dans les prochains jours. Vous parlez aussi, Carlos, de la défaillance, il y a un problème, Carlos, Credo, vous parlez de la défaillance de la justice, Carlos, dérive foncière à Gouet-Télessou, le réseau Kadanga-Douvon démolit tout un village, c'est ça? Oui, si vous faites un tour dans le quartier de la banlieue de Lomé à Gouet-Télessou, vous allez constater que tout le quartier, presque tout le village, est dans une situation de détresse et de désolation, où il y a systématiquement des expulsions excessives et des démolitions sans précédent. Et nous avons enquêté sur ce dossier. Il s'agit d'un réseau, le réseau de ces démarcheurs fonciers qui abusent des populations, qui sont dans des complicités au niveau des juges, des magistrats et des officiers de l'armée, qui sont également dans une situation déshumanisante qui permet de chasser de force certains acquéreurs et certains propriétaires terriens, tout simplement parce que ils sont arrivés à la justice à tripatuer au niveau du cadastre également des documents. Ils reçoivent des ordonnances fantaisistes pour arriver à expulser les populations. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gouet-Télessou, où après jugement de litige foncier entre deux familles ou plusieurs familles, la justice a demandé qu'on fasse la répartition. Et à un moment donné, cette répartition devait être délimitée pour que chaque famille puisse avoir accès à sa part, à sa parcelle de terrain. Mais finalement, c'est un monsieur qui se trouvait être mandataire d'une de cette collectivité, qui s'appelle monsieur Dumont, qui a fait appel à un réseau puissant, dirigé par un certain monsieur Kadanga Ouiao, pour arriver aujourd'hui à expulser et démolir les biens de certains acquéreurs qui ont construit et bâti des habitations depuis près de 20 ans et qui y habitent. Et c'est la désolation au niveau de ce quartier de Gouet-Télessou, au point où le chef du quartier, lui-même, il est menacé d'expulsion. Donc cela cause un véritable problème social et humain. Et c'est une bombe à retardement, comme nous l'avons dit.
les populations, les acquéreurs et même toutes les personnes impliquées dans ce dossier font appel à toutes les institutions, notamment la présidente de la République, la primature et le H-Crone. Personne ne les regarde, on les laisse dans cette désolation face à une certaine manœuvre des deux groupes de voyous, entre guillemets, qui s'arrogent le droit de déposséder des acquéreurs et des propriétaires du terrain. Donc c'est un problème foncier que nous avons relevé. Vous savez qu'au niveau du tribunal de Lomé, la défaillance administrative et la défaillance judiciaire permettent à certaines personnes de se donner le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Le chef de l'État lui-même, il a constaté que les problèmes fonciers sont des problèmes réels qui divisent les populations togolaises, mais rien ne se fait pour arriver à bout à ce problème foncier. Donc nous avons eu à faire une investigation qui est un premier jet sur la question d'Agouin. C'est le sous un dossier foncier assez sensible sur lequel nous allons revenir et nous invitons nos lecteurs à parcourir ce dossier qui est de grandes révélations sur le réseau Tadanga, Douvon et également sur les avocats, les magistrats et des auxiliaires de justice, certains démarcheurs véreux qui sont impliqués dans ce scandale foncier. Très bien, ben écoutez, on lira tout ça dans votre journal L'Indépendant Express et à la page 4. Et puis juste encore un mot, rapidement, Carlos, c'est par rapport donc à la démission dans l'éducation de ce que vous écrivez, saison de pluie, calvaire pour école, élèves et enseignants. Oui, vous savez que la saison de pluie a repris il y a quelques jours seulement. Il y a des gouttelettes d'eau qui sont tombées sur la capitale, Lomé, sur certaines villes et villages de l'intérieur. Et nous avons fait un tour justement dans certaines écoles au niveau de Lomé, au niveau de l'intérieur du pays. Et on constate déjà que certaines écoles sont pratiquement totalement inondées, et sur lesquels on ne peut plus mettre pied. C'est-à-dire, et les enseignants et les élèves vont commencer déjà par grincer les dents, tout simplement parce que la saison des pluies est en train de tomber. Au même moment, on constate que, et on le dénonce, que le gouvernement s'arroge le droit de dilapider des milliards de francs CFA, des milliards qui auraient pu servir à un tout petit peu créer des conditions favorables à l'éducation. Vous savez, les enseignants, les syndicats sont en grève permanente pour améliorer les conditions. Quand vous allez aujourd'hui au lycée de Bénédi, dans certaines écoles primaires, au niveau d'Ago, au niveau de Kagomé, au niveau de Naratame, les écoles sont systématiquement inondées. Donc c'est l'autre souci qui vient se rajouter aux soucis de conditions de vie et de travail au niveau de l'éducation. Donc nous constatons véritablement qu'à part le domaine socio-politique et économique, le gouvernement a également démissionné dans le domaine de l'éducation et nous attirons l'attention de l'État sur cette priorité de l'État que constitue l'éducation. Donc nous avons fait une enquête et nous avons révélé certains coins, certaines écoles qui sont affectées par la reprise de la saison des pluies. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'Indépendant à Express. Vous nous apprenez également dans l'international que le Botswana appelle Kabila, le président de la République démocratique du Congo, à quitter le pouvoir. Merci beaucoup, Carlos Ketou. Merci Eric, très bonne émission et également tous nos auditeurs et lecteurs. Et nous restons fidèles à nos convictions sur le développement du Togo à travers la dénonciation de tout ce qui est anormal. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Passez une excellente journée. Bonne journée, Eric. Qui est-ce qui est au téléphone? Ferdinand? Très bien. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Ferdinand Haïté. Je rappelle que c'est vous le patron du journal L'Alternative. Et ce matin, vous aussi, vous parlez du dialogue. Et vous écrivez que, c'est la suspension avant le fiasco. Oui, la suspension avant le fiasco, parce que le fourri n'aura duré que quelques heures après la libération d'une partie des détenus. Dès qu'on est rentré dans le sujet, on s'est rendu compte que les positions étaient totalement tranchées et inconciliables. Donc, le facilitateur qui était lui-même là en personne a dû constater qu'on ne pouvait pas évoluer. Tous les efforts qui ont été déployés ce jour-là pour faire bouger les lignes n'ont pas abouti.
laconique, mais au ton diplomatique, mais qui cache véritablement un début d'échec. Et donc, on annonce la reprise des travaux dans quelques jours, le temps pour le président ghanéen de faire sa tournée aux États-Unis et en Allemagne, mais c'est pas vraiment sûr que à la reprise, les choses pourront évoluer dans le bon sens parce que chaque parti tient à cette doléance. La coalition, le retour à la constitution de 92 avec ses implications, la libération du reste des détenus, et le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille et continue de préparer le processus électoral comme si de rien n'était. Donc dans ces conditions, on ne sait pas véritablement par quelle baguette magique les uns et les autres entendront raison ou les lignes vont bouger. Et donc c'est pour ça que ce matin nous essayons de faire l'analyse en disant la suspension avant le fiasco. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Et puis, de probables sanctions contre les officiers qui s'opposent à l'alternance, Ferdinand? Oui, c'est une idée qui fait son chemin. Vous savez, dans les pays où l'armée a pris une place prépondérante dans le jeu politique et s'oppose véritablement à des changements majeurs, on en est arrivé là. Aujourd'hui, cette idée fait tranquillement son chemin dans certains milieux diplomatiques et surtout sur le cas du Togo. Surtout lorsque certains estiment ou quelqu'un a estimé que c'est l'armée qui ne voudrait pas le voir quitter le pouvoir. Et on a vu le cas de la Birmanie pendant longtemps où des hauts gradés ont été sanctionnés par l'ONU, par les Américains et par d'autres pays. On a récemment le cas de la RPC où plusieurs proches de Kabila sont sanctionnés ou d'autres sont encore dans le secteur. Et cette idée fait son chemin sur le cas du Togo, surtout que le Togo lui-même, président de la CEDEAO, s'est permis ces temps-ci de prendre des sanctions individuelles contre des acteurs politiques en Guinée-Bissau pour non-respect des accords. Et généralement, ces genres de sanctions touchent directement les individus. On n'est plus à l'époque où on coupait la coopération, si je peux parler ici, et ça pénalisait tout un peuple. Maintenant, on cible les individus et on sait que dans le cas du Togo, il y a des gens, de par leur zèle, qui posent des actes vraiment répréhensibles et qui s'opposent systématiquement à toute idée d'alternance au sommet du pays. Ces gens risquent d'en prendre la figure un beau matin et souvent ces sanctions, c'est interdiction de voyager, des gels des avoirs et l'expulsion des familles parce qu'on s'est rendu compte que ces gens qui refusent la démocratie dans leur pays ou qui refusent l'alternance envoient souvent leurs enfants étudier en Occident, leurs époux faire des achats en Occident et eux-mêmes, comme ils sont parfois de gros malades, ils voyagent pour aller se soigner en Occident. C'est-à-dire que tout ce qui est profitable en Occident en termes de démocratie, ils vont là-bas pour s'en servir, mais ils refusent la même chose dans leur pays. Et souvent les sanctions, ça touche ces secteurs-là. Et donc l'idée fait son chemin. On ne sait jamais, un bon matin, certains risquent de se retrouver sur un échange. D'accord, très bien. Mais puis, par rapport toujours au dialogue politique, ce matin, vous dressez la longue liste des facilitateurs de la crise togolaise, Ferdinand. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas. On a juste fait un petit rappel sur les activités ou l'intervention des facilitateurs dans la longue crise togolaise. C'est pas le président du Ghana n'est pas le premier à venir dans le chaudron togolais. Il y en a eu depuis 90, des gens très compétents, certains de bonne foi, d'autres de mauvaise foi, qui ont été envoyés au chevet du Togo. Nous avons donné la longue liste de ces facilitateurs-là qui se sont énervés ici pour essayer de résoudre le problème togolais, mais ça n'a pratiquement rien donné. Et ça prouve que pendant longtemps, la communauté internationale ou régionale est restée souvent complaisante
vis-à-vis du régime togolais, et parfois même complice, au point que on a laissé se développer dans ce pays une zone de non-droit qui risque aujourd'hui de déstabiliser toute la région. Du coup, ceux qui ont aujourd'hui la charge du dossier togolais sont plus ou moins un peu sérieux et pensent que il faut véritablement régler ce problème. Si on échoue, le Togo risque d'être vraiment la zone ou le point noir qui risque qui va créer des problèmes à la région. Donc, nous avons fait la liste de ces facilitateurs qui sont intervenus dans le dossier togolais, mais qui malheureusement n'ont pas pu faire grand-chose depuis Bernard Stali, Iromaru, en passant par Philippe Pardio, François Nakel et tous les autres. D'accord, très bien. Juste encore un mot, Ferdinand, par rapport à Kpacha Gnassingbé, puisque vous évoquez son cas ce matin. Est-il vraiment recherché par les Américains, Ferdinand? Oui, c'est une interrogation. Généralement, vous savez que lorsque le dossier Kpacha Gnassingbé revient au devant de l'actualité ou lorsque on pose la question de sa libération, et ceux qui ne veulent pas le voir dehors ont des arguments et qui essayent de distiller dans l'opinion pour faire croire que, bon, écoutez, s'il continue d'être là-bas ou si on ne veut pas le libérer, c'est pour le protéger parce qu'il serait recherché par les Américains pour telle ou telle raison. Donc, c'est des arguments qui sont souvent avancés et qui ont même été aussi distillés ces jours-ci depuis que discrètement la facilitation demandait à Faure Gnassingbé de le libérer. Et nous sommes revenus sur cette question en se disant, mais s'il était recherché par les Américains chez qui il était parti en 2009 se réfugier à l'ambassade, ne devait plus remettre aux autorités togolaises, ils auraient pu le garder là-bas et pour l'interroger en même temps sur quoi il était recherché. Donc c'était des fausses informations, des intoxications que des gens dans le régime distillent dans la masse pour essayer de faire croire aux gens que bon, il est derrière les barreaux parce que bon, son frère veut le protéger contre les Américains. Une manière de justifier sa longue détention. Et donc nous sommes revenus ce matin sur ces rumeurs, ces fausses rumeurs ou ces fausses informations qu'on distille souvent dans la masse pour justifier le fait qu'on ne veut pas le relâcher. D'accord, très bien. Ben, écoutez, tous ces sujets, toutes ces analyses à découvrir dans votre journal L'Alternative dans les kiosques ce matin au prix unique de 250 francs CFA. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Notre quatrième rédaction ce matin au téléphone, c'est le bimensuel Symphonie avec Yves Gallet qui est avec nous. Yves, bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci de nous avoir rejoints, Yves. Vous aussi, vous parlez du dialogue politique avec le retour à la Constitution. La Constitution de 1992, c'est finalement ce retour-là qui cache un diable, hein? Oui, Eric. Et au stade où nous en sommes aujourd'hui, oui. Et la crise politique qui secoue le Togo depuis des mois présente des signaux qui font croire qu'elle a encore de beaux jours devant. L'ouverture du dialogue après un mois de tergiversation a fait naître des lueurs d'espoir, des lueurs d'espoir teintées néanmoins d'incertitudes. Ces incertitudes se confirment au fur et à mesure qu'évoluent les travaux de ce dialogue. Les résultats affichés par le deuxième round de ce dialogue le vendredi dernier constituent une preuve probante. Et l'Union est arrivé à parler avec visiblement un esprit d'ouverture. Et ses adversaires y ont débarqué sur pied de guerre, laquelle est motivée par une revendication pour le moins extrémiste, celle du retour à la Constitution de 1998, assortie du départ immédiat de Faure Gnassingbé. Les tenants de ce modèle d'alternance fabriqués, qu'ils sont dans une posture guerrière qui devrait logiquement déboucher sur une catastrophe aux conséquences funestes et avec comme holocauste le peuple. Parce que, Eric, tu sais, oui. Les militants unis ont eu une partie du peuple qui se plaît pas mal dans le statu quo, pourvu qu'il y ait la paix, ne sont pas prêts à accepter le renversement de Faure Gnassingbé si ce n'est pas les urnes. Or, les opposants radicaux ont une peur bleue des urnes.
refuse catégoriquement cette option pour dégager Paul Gnassingbé. Il ne faut pas non plus oublier l'armée togolaise, réputée républicaine et légitime, qui n'est pas encore prête à faire allégeance à quiconque prendrait le pouvoir et en toute violation des normes démocratiques. Dans les débats sur les réseaux sociaux et dans l'opinion, les échanges sont très 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 virulents. Les anti-retours à la C-92 et les départs immédiats des fonds sont traités de tous les noms et j'étais presque à la bénéfice populaire par les pro-C-92. Même Monseigneur Kodjo, qui a prôné le départ des fonds en 2020 et non son départ immédiat sur la base du retour à la C-92, a été traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, à l'analyse de ce tableau, vous vous rendez compte que le retour à la C-92 dans l'esprit de Sidi Achadam et de Jean-Pierre Fabre et acolytes cache bel et bien ce diable qui peut exploser le Togo à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure du réalisme politique. Le président tarde d'avoir à sa disposition le peuple. L'entité qui donne le pouvoir a de mieux comme garantie pour convertir l'espoir de ce peuple en une victoire présidentielle. Et il serait donc plus indiqué de travailler sur le retour de la limitation des mandats présidentiels et la condition optimale de transparence des élections, de travailler davantage sur la synergie d'action et d'abandonner la bataille de la rétroactivité de la loi constitutionnelle et aller réunir les moyens nécessaires pour parler pour faire Gnassingbé ou n'importe quel autre candidat à venir dans les urnes. Ce n'est pas impossible. D'autres peuples l'ont déjà réussi en Afrique. Les Togolais aussi peuvent le faire si réellement ils ont des leaders illuminés et pragmatiques. D'accord. Très bien, écoutez, on lira votre analyse dans le journal, le retour à la Constitution de 92 cache un diable. Alors, l'autre sujet que vous évoquez aussi, Yves, c'est par rapport donc à la clinique Hôtel Delhi, quand le mauvais accueil du docteur Adjenou Rose empire finalement le mal des patients. Oui, bien sûr. Et nous venons poser de nouveau, à travers cet article, la problématique de l'accueil des patients dans les centres hospitaliers. En général, on a tendance à fusiller l'accueil dans les centres hospitaliers publics, mais le mal viendrait également se priver. Dans cet article, nous avons allumé le projecteur sur la clinique Hôtel Delhi pour fusiller le très mauvais accueil, non du personnel en général, mais particulièrement du docteur Adjenou Rose. Et la clinique Hôtel Delhi, je crois que sa réputation est plus alimentée. Elle est une référence à donner, sinon au Togo, en termes d'équipement et d'efficacité des prestations. Et si les services offerts riment avec professionnalisme, il faut reconnaître que l'accueil des clients, des patients, fait défaut et commence par éloigner même un bon nombre de patients. Tout le monde sait que le bon accueil est un gage de guérison du patient à moitié, mais malheureusement, cette petite notion au combien sacré échapperait à Dame Adjenou Rose, docteur gynécologue obstétricienne de son état, et femme du docteur Adjenou Victor, et fondateur de Hôtel Delhi. Cette dame est reconnue pour sa compétence d'un bon Dieu unique. Elle se montre si méprisante et désagréable à l'égard des patients. Et nous avons recueilli les témoignages de plusieurs patients qui fustigent le mauvais accueil de la dame en question. Et nous invitons nos lecteurs à parcourir cet article pour se rendre compte de la misère qui est faite par cette dame aux patients là-bas. Une fois, une patiente sexagénaire n'a pu supporter les écarts de langage de ce docteur. Et elle a vu sa tension monter d'un cran et son état de santé s'est empiré par la suite. Et je préfère crever si ce n'est que clinique de Hôtel Delhi qui me doit la question à lâcher une patiente. Et vous imaginez un peu l'ampleur du traumatisme que subissent les clients qui ont le malheur de se retrouver dans le siège de cette dame dans cette clinique. Parfait. Mais certains membres du personnel ne la supportent pas du tout. Or, son mari, le professeur
docteur agrégé à Djennou-Bidor, jouit d'une très bonne réputation auprès des patients. Pour terminer cet article, nous avons choisi l'extrait d'un poème de Maître Joseph Kokou-Kotigo, que nous dédions particulièrement au docteur Adjeni et à tous les médecins et personnels de la santé, qui se plaisent à réserver aux clients un accueil musclé. Ici, c'est un vers, et le malade requiert, quel qu'en soit le prix, quelques cachets d'amour pour que change la donne. Fin de citation. Et vraiment, cette citation a le mérite d'être inscrite au fronton de tous les hôpitaux. D'accord, très bien. Où le mauvais accueil tue les patients au lieu de les préparer à la guérison, Eric. D'accord, très bien. Juste encore un mot, très rapidement, sur le sport et par rapport au recrutement d'entraîneurs pour les écureuils du Bénin. Le Claude Leroy, candidat, les médias béninois en opération, beaucoup plus intox et déstabilisation. Oui, Eric, depuis quelques jours, les rumeurs sur une éventuelle candidature de Claude Leroy au poste de sélectionneur au Bénin se font persistantes. Et j'entrais, disons, le tout haut, et l'information n'est pas fondée. C'est une opération d'intox et de démobilisation orchestrée par les médias béninois et pour incendier les tranquilles nuits des éperviers. N'oublions pas, en septembre prochain, et pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Togo reçoit le Bénin. Oui. Le Bénin ayant peur de ce volet. Ils ont de bonnes raisons de bousculer notre sérénité. Et que le roi toucherait au Togo, par exemple, un salaire est officiellement estimé à plus de 25 millions avec divers avantages. Et croire que ce monsieur, donc, pour être un peu plus fidèle, il faut le dire, et croire que ce monsieur va postuler pour un poste qui fait à peine 7 millions est complètement absurde. Et en tout cas, nous avons contacté, à défaut de Claude lui-même, et Simon Fissa des Éperviers, au ministère Méga, qui a énergiquement démenti l'information. D'accord. Et nous avons appris aussi que récemment, Claude aurait été contacté par le Congo-Brazza, qui lui aurait proposé un pont d'or, loin de faire revenir au Togo. Mais le monsieur a dit non. Et à peine un mois après, comment comprendre que Claude a pu se courir après le Bénin pour aller gagner 7 millions. D'accord. Retenons presque cette figure vraiment de l'État. Et Claude est en place pour le moment. Parfait. Malgré ce résultat. Et la dégringolade continue du Togo dans le classement FIFA. Oui, malheureusement. Très bien. Écoutez, on suivra tout cela de près. Yves Gallet, merci beaucoup pour votre disponibilité, Yves. Merci, Eric, et très bonne journée. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, Eric.